ce deuxième webinaire. Ce deuxième webinaire, en fait, qui s'inscrit dans la série des webinaires qu'on a prévu d'organiser tout au long du mois de Ramadan. Donc, on a appelé Darda Shams Oula. Donc, ce deuxième webinaire, il porterait sur la promotion de la RSE auprès des fournisseurs grâce à la norme ISO 20400. Une norme aujourd'hui qui se positionne comme étant une norme de référence sur le sujet des achats responsables. Donc, au niveau du premier webinaire, on avait parlé de la norme ISO 26000, qui est une norme directive qui porte sur, qui présente les grandes lignes directrices pour la mise en place, je dirais, d'une politique RSE et qui est cadrée par un ensemble de questions centrales. Donc, aujourd'hui, on est beaucoup plus sur un créneau qui a été couvert par la norme ISO 26000, qui est celui des achats responsables, ou bien la responsabilité des prestataires, des sous-traitants et des fournisseurs vis-à-vis des entreprises avec lesquelles elles entretiennent des relations, ou bien, pour reprendre le jargon de la logistique, avec l'heure dans l'ordre. Avec l'heure dans l'ordre. Donc, la performance d'une entreprise, elle dépend aujourd'hui toujours de sa capacité à maîtriser les risques de non-qualité, de réputation attachée à son réseau de partenaires commerciaux. Donc, plusieurs scandales, ils ont défrayé la chronique, notamment le scandale de H&M avec l'effondrement du Rana Plaza, ce qui a contribué à en prendre conscience de l'enjeu des achats responsables. Par opposition, une analyse erronée qui voudrait qu'une entreprise se limite à ses frontières juridiques, la notion d'entreprise étendue suppose que dans un souci de maîtrise des risques et d'amélioration de ses performances, l'entreprise doit collaborer davantage avec les parties prenantes externes ou bien avec ses extérieurs et fédère positivement l'énergie, y compris pour pouvoir innover. C'est pourquoi aujourd'hui, on assiste à une ouverture des entreprises dans le cadre des programmes d'Open Innovation, vu la prise en conscience des parties prenantes externes, je dirais, dans la pérennité et l'existence de l'entreprise. Donc, sous la pression des actions de leurs parties prenantes, au premier rang, desquels figurent les investisseurs, les donneurs d'ordre, ont pris conscience de l'ampleur des enjeux liés à leur activité indirecte à travers leur chaîne d'approvisionnement. Certes, la complexité et l'opacité de l'organisation des relations d'affaires, la diversification des activités et le caractère mobile des organisations rend très difficile l'exercice d'identification, d'évaluation et de priorisation des risques auxquels sont confrontés l'entreprise d'une manière générale et d'une manière plus spécifique la grande entreprise. Pourtant, on a constaté d'une manière très flagrante que les entreprises, ils ont changé leur façon de faire. L'émergence de la norme ISO 20400 a montré d'une manière évidente que les entreprises, ils ont progressé dans leur manière d'appréhender les impacts provenant de leurs relations avec les fournisseurs et les sous-traitants. Ils ont notamment compris que la responsabilité résidait dans la définition d'objectifs, le suivi d'indicateurs et la correction de leur action. Pardon. Donc, en un mot, c'est la maîtrise des risques. C'est un pas décisif qui nous laisse espérer une réelle possibilité de gagner en termes de maturité. J'accueille avec nous c'est Omar Ben Aïcha pour nous parler de la norme ISO 20400. C'est Omar Ben Aïcha, c'est un expert RSE. Bonjour, c'est Omar. Bonjour. Bonjour Othman. Bonjour à tous. Bonjour aux participants. Bonjour. C'est Omar Ben Aïcha, c'est un expert sur le sujet de la RSE. Donc, il exerce au Maroc, on fait depuis un très très bon nombre d'années. Il a travaillé sur des projets en fait, sur plusieurs Othman, je pense secteurs, notamment le secteur de services, diriger des missions ici au Maroc et à l'Europe, en France. Oui. Othman, la connexion dit qu'elle coupe. La connexion coupe.
On a perdu, je pense. Bon. Attendez ou pas? Oui, donc, Atman, je vais juste prendre la relève. Allô? Oui, Atman, vas-y d'abord. Alors. Bon, Atman, je vais prendre la relève. Allez, C'est bon. Là, vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui. Parfait. Très bien. Donc voilà, on s'excuse pour ce pan technique. Donc, ce que je disais, c'est par rapport en fait au profil de Ser Omar. Donc, Ser Omar, il va beaucoup plus intervenir avec nous sur le volet normatif. Il va nous parler de la structure de la norme ISO 20400. Et moi-même, je vais parler du contexte contexte des achats responsables, comment on peut inclure la responsabilité au niveau des chaînes d'approvisionnement, quelle relation règne entre la RSE et les achats. Et nous avons avec nous un grand expert des achats, c'est Abdelatif Metrab. Bonjour. Bonjour, c'est Ajman. Bonjour, c'est Omar. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Et c'est avec un grand plaisir qu'aujourd'hui, on est là pour pratiquement échanger autour d'un sujet qui est un sujet d'actualité au niveau, dirais-je, mondial. Parfait, merci beaucoup, Semetrab. Donc, sans trop tarder, je vais peut-être introduire un peu la notion des achats responsables avant de céder la parole à Sir Omar Ben Aïcha. Et par la suite, c'est Omar Ben Aïcha qui va nous parler beaucoup plus sur, comme je disais, sur la norme ISO 20400, sur la structure de cette norme. Donc, dans un premier temps, on entend tous parler des achats responsables, comment intégrer le volet RSE au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Autrement dit, donc, pourquoi acheter responsable? Alors, l'entreprise, comme vous le savez, est un projet collectif qui unit à la fois du capital et du travail. Il fédère des travailleurs qui gravitent autour des grands donneurs d'ordre, sans en faire partie et s'insèrent dans un environnement à la fois naturel et territorial structurant. Donc, je crois à l'importance de ce projet collectif et par conséquent, je crois à la responsabilité des entreprises sur la situation sociale que vivent les travailleurs de leur chaîne de sous-traitance et sur l'environnement. Et je crois en fait que cet intérêt pour la responsabilité est également partagé par les consommateurs. Donc, d'où l'intérêt en fait de l'émergence d'une norme qui porte sur les achats responsables. Cette norme, en fait, on va la découvrir avec Sir Omar Ben Aïcha qui va nous parler plus en détail sur la structure de cette norme. Donc, Sir Omar Ben Aïcha, si vous pouvez nous parler de la norme et nous parler un peu je dirais, des différentes lignes directrices qui sont couvertes par cette norme dédiée pour des achats responsables. Très bien, merci Uthman, et merci encore une fois pour les gens qui nous ont rejoints. Donc, effectivement, la norme ISO 20400 est une norme très intéressante qui permet aux entreprises de promouvoir la RSE auprès de leurs fournisseurs. Je voulais juste rappeler quelques éléments de contexte très rapidement pour dire que les achats, très souvent, sont considérés comme des fonctions support, alors qu'on se rend compte et on oublie très souvent que toutes les organisations consacrent une grande partie de leur budget aux achats. Et donc, finalement, l'impact d'une entreprise sur sa chaîne d'approvisionnement est un impact extrêmement important, puisque à travers les dépenses achats, il y a des TPE, il y a des PME, il y a des emplois qui se créent, il y a des gens qui exercent des activités, qui développent des activités grâce aux commandes qui arrivent de chez les donneurs d'ordre. Donc, c'est juste pour positionner la fonction achat. Je pense que c'est Abdelatif va revenir tout à l'heure sur ce sujet, et dire aussi que aujourd'hui, la fonction achat, ne l'oublions pas, hein, je ne parle pas des achats responsables ici, mais de la fonction achat elle-même. C'est une fonction qui a émergé tout récemment dans les organisations. Très souvent, c'est une fonction qui est mise en place parce qu'on se rend compte qu'il faut optimiser, qu'il faut réduire les coûts, améliorer les délais, etc. Mais aujourd'hui, un acheteur, sans ceci, ce n'est pas juste faire gagner de l'argent pour l'entreprise. Un bon acheteur, un acheteur compétent, c'est celui qui va sécuriser, comme tu disais tout à l'heure,
en gérant les risques, en sécurisant la chaîne d'approvisionnement et créer de la valeur à la fois pour l'entreprise, mais également pour ses fournisseurs. Donc, la fonction achat aujourd'hui, il se retrouve entre, on va dire, des parties internes, prenantes internes, décideurs, les fonctions de production, etc., et des parties externes aussi qui vont pousser ces parties internes d'adopter une certaine façon de faire, que ce soit les communautés, les ONG, et cette fonction achat va se retrouver au même temps face, bien évidemment, à des fournisseurs, à des sous-traitants, à des intermédiaires, à des acteurs fâchés d'approvisionnement. Et donc, les pressions sociétales, les pressions de RSE, ils vont venir de tous sens. Il y a des litiges avec les fournisseurs aujourd'hui qui se produisent parce que les relations ne sont pas saines, parce que les relations ne sont pas construites dans la durabilité. Vous avez ici une liste un peu de litiges qu'on peut avoir avec les fournisseurs, que ce soit les délais des paiements, que ce soit les contrats tacites qui ne sont pas respectés, que ce soit un désengagement brutal du donneur d'ordre qui décide du jour au lendemain d'arrêter de résilier un contrat, etc., etc. Et il y a aujourd'hui des études qui ont été faites en Europe où, par exemple, dans les entreprises, dans une étude en 2014, 2061 acheteurs ont été sondés qui disent que 38%, dans 38% des cas, ils considèrent que le fait de ne pas avoir un cadre harmonisé est un obstacle majeur à créer des chaînes d'approvisionnement responsables. Et donc ça, c'est très important. Je ne vais pas beaucoup m'étaler sur ces études, mais ce qu'il faut retenir, que ce soit dans les baromètres mis en place par l'Observatoire des achats responsables, l'OBSAR en France ou par Ecovadis, etc., il montre de plus en plus que les achats responsables deviennent de plus en plus une priorité pour les entreprises. Vous voyez ici que plus de 40% des entreprises pensent que c'est une priorité, et ce n'est pas nécessairement que dans le secteur privé, c'est à la fois dans le secteur public, c'est dans l'industrie, c'est également dans les services. Il y a aussi des commentaires qu'on a vus dans ces baromètres, c'est que les facteurs qui drivent les politiques d'achat responsable sont d'abord des facteurs de gestion de réputation, tu en as parlé tout à l'heure, Othman, c'est des facteurs aussi de gestion des risques, c'est aussi la compliance, parce qu'on souhaite aussi que dans la chaîne d'approvisionnement, nos fournisseurs se conforment aux règles d'éthique et aux règles de conformité en général, et c'est les coûts et c'est la profitabilité. Et vous voyez ici que la réduction des coûts, ce n'est pas nécessairement le premier sujet, par exemple, en Europe. C'est le premier sujet, c'est gérer, c'est protéger la réputation de l'entreprise et qu'il ne soit pas impacté par un comportement d'y un fournisseur. Et donc, les pionniers aujourd'hui, les entreprises pionnières en achat responsable, 90% utilisent la démarche d'abord pour améliorer la marque, améliorer la réputation, 70% pour renforcer les relations, etc. Alors, il y a une petite étude qui a été faite aussi au Maroc par l'Orsem, en partenariat avec l'Obsar, qui montre aussi qu'on est aussi dans une dynamique qui commence. On a encore 24% d'entreprises qui réfléchissent ou qui ont entamé la mise en place d'une démarche achat responsable. C'est encore très peu par rapport aux statistiques qu'on a vues tout à l'heure en Europe, mais il y a une prise de conscience par rapport à cette question. Alors, un achat responsable, tu en as parlé tout à l'heure, c'est d'abord des produits et services qui répondent aux enjeux de développement durable, c'est des fournisseurs responsables et puis des relations clients-fournisseurs qui sont équilibrées. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas tout mettre sur les fournisseurs et se protéger de tous bords et de mettre beaucoup de contraintes les fournisseurs. C'est aussi les payer dans les délais, c'est aussi avoir de la visibilité dans les relations avec ces fournisseurs, etc. Donc, c'est quand même pas uniquement le respect de critères RSE, les achats responsables, c'est véritablement une démarche beaucoup plus profonde que ça. Je vous rappelle juste qu'aujourd'hui, indépendamment de l'ISO 20400, il y a énormément d'exigences et énormément d'éléments de vigilance, on va dire, sur lesquels les entreprises font attention au jour le jour, que ce soit les conditions de travail, la santé, sécurité au travail, même chez les fournisseurs et les sous-traitants, les droits de l'homme, la sécurité des installations, la sécurité sanitaire, la conformité environnementale, la santé financière aujourd'hui. De plus en plus d'entreprises au Maroc, lorsque vous voulez être référencé, vous demandent les bilans des 3 dernières années, ils vous demandent des chiffres de financiers parce qu'ils souhaitent aussi savoir quelle est votre santé financière. Et au niveau international, il y a beaucoup de référentiels qui ont été développés. Vous les voyez à droite en bleu, que ce soit la SA 8000, que ce soit même l'ISO 9001 qui comporte des exigences sur la gestion des fournisseurs, que ce soit les référentiels SMETA, CEDEX, etc., etc. Je ne vais pas vous lire tous les référentiels, mais aujourd'hui, il y a des référentiels par secteur, il y a des référentiels transverses. Je veux dire que la 20400
il part pas de zéro. En fait, c'est un peu comme les normes un peu qualité. Il vient aussi tenir compte de tout ce qui existe déjà comme référentiel et comme norme, etc. Et il est dérivé de la 26 000, on va le voir tout à l'heure. Alors, tu vas revenir par rapport à cette histoire de scandale, tu en as parlé tout à l'heure, mais effectivement, dans la chaîne d'approvisionnement, on a eu aussi beaucoup de scandales, on a eu beaucoup de problèmes et que les entreprises étaient demanderesses d'une norme, d'un référentiel qui les aide à mieux gérer cette question d'achat responsable. Donc, les enjeux et les éléments déclencheurs se retrouvent à l'intersection entre les pressions, d'accord, ce qu'on vient de voir, les pressions des ONG, les pressions des parties prenantes en général, mais aussi des opportunités. Parce qu'au-delà de la pression de la prévention des risques, les achats responsables permettent aussi d'avoir beaucoup d'opportunités, que ce soit d'améliorer la compétitivité de l'entreprise, la création de chaînes de compétences, la baisse des coûts, l'innovation technologique, tu en as parlé tout à l'heure, le renforcement de l'attractivité, l'avantage concurrentiel. Et croyez-moi, aujourd'hui, il y a des entreprises pour certaines prestations, certains produits, ils n'arrivent pas à trouver des fournisseurs. Ce n'est pas parce qu'ils n'existent pas sur le marché, mais parce que des fournisseurs, ils ne souhaitent plus travailler avec ces entreprises. Parce qu'ils ne sont pas payés dans les délais, parce que, etc. Et donc, aujourd'hui, les achats responsables, c'est ça aussi. Et donc, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la rencontre entre vraiment les risques et les opportunités. Et donc, aujourd'hui, on ne parle pas, il y a beaucoup de termes qui sont utilisés. Donc, on avait besoin aussi d'une norme qui normalise un peu aussi le concept, parce qu'il y a ceux qui parlent d'achat éco-responsable, il y a ceux qui parlent d'achat équitable, il y a ceux qui parlent d'achat solidaire. On parle de la notion de coût global, il va revenir là-dessus tout à l'heure. On parle des achats éthiques, on parle aussi des achats via des circuits courts, etc. Et donc, aujourd'hui, de toutes les façons, comme dans toute démarche RSE, une démarche achat responsable, elle cherche à la fois de réduire les impacts environnementaux, assurer des bénéfices sociaux et assurer une performance économique. Donc, on est également dans le triptyque, donc dans les 3 dimensions du développement durable. Alors, ce qui est important aussi, c'est que dans toutes les entreprises, aujourd'hui, on trouve des fonctions achats, y compris achats responsables, qui s'occupent des achats responsables, mais on trouve aussi une fonction RSE. Alors, attention, ce n'est pas un antagonisme. Il y a aujourd'hui des fonctions RSE qui élargissent leur périmètre, qui vont aller développer de nouveaux plans d'action, etc., dans le cadre de la fonction RSE, mais également, il y a des acheteurs qui cherchent aussi de nouvelles leviers d'action, qui cherchent l'innovation, qui cherchent à gérer les risques, comme vous avez dit tout à l'heure, et c'est la coopération entre les fonctions RSE et les fonctions achats qui permet d'avoir une vraie démarche d'achat responsable. Alors, c'est très basique. Aujourd'hui, un achat responsable, il faut répondre aux 3 questions. C'est d'abord, qu'est-ce que j'achète? Donc, une approche produit. 2, à qui j'achète? Une approche fournisseur. Est-ce que le fournisseur est en règle? Est-ce que le fournisseur il respecte la législation? Est-ce que le fournisseur il est certifié? Est-ce que le fournisseur, etc., etc. Et puis, comment j'achète? Donc, une approche comportementale de l'acheteur. Et donc, je ne suis pas uniquement dans une approche de moins de 10 ans. Je ne suis pas dans une approche où je sacrifie les exigences légales réglementaires, les exigences environnementales, les exigences sociales au détriment du moins de 10 ans, etc. Et donc, c'est ce triptyque qui permet finalement d'avoir cette question d'achat responsable. Donc, je vais juste aller rapidement sur quelques éléments. Lorsque je dis pourquoi j'achète ou qu'est-ce que j'achète, il est très important que dans le produit que j'achète, que j'identifie les risques associés au produit ou les services, que j'identifie les opportunités, à la fois pour le social, pour l'économique, pour l'environnemental. J'analyse des risques, j'analyse les offres en fonction des critères que j'ai identifiés dans mon analyse de risque. Et après, je définis aussi à qui j'achète. Donc, je sélectionne mes fournisseurs sur la base de critères de conformité réglementaire, de santé financière, d'engagement RSE, etc. Et après, je revois mes procédures. Donc, comment j'achète? Je dois complètement revoir mes procédures. Lorsque j'embarque dans une démarche achat responsable, je ne peux pas continuer à consulter, à qualifier, ou en tout cas à valider et puis à évaluer mes fournisseurs de la même façon. Donc, je dois revoir mes cahiers des charges, je dois mettre en place des actions avec mon fournisseur pour les aider à progresser. Et bien évidemment, tout cela, je dois l'optimiser avec la question pourquoi j'achète. Donc, la question pourquoi j'achète, elle est pertinente que ce soit un achat normal ou un achat responsable. C'est toujours caractériser le besoin, l'analyse fonctionnelle, le juste besoin, tout cela. Je pense que vous allez revenir par rapport à ça au niveau de votre intervention.
Donc, aujourd'hui, on a besoin à la fois, donc, comme on vient de le dire, d'avoir une vraie stratégie d'achat et d'approvisionnement qui calait avec le besoin, etc. Alors, dans un quiz que j'ai eu par ailleurs à administrer à un groupe de participants, on a posé la question, c'est que dans un processus d'achat, et lorsque je suis dans une dynamique d'amélioration, je travaille un peu sur les process, les outils, etc., y compris lorsque je lance une démarche achat responsable. Et puis, j'ai posé la question, quels sont les leviers qui ont été déployés au niveau de la direction achat? C'est-à-dire que dernièrement, au niveau de votre direction achat, quels sont les sujets, quelles sont les nouveautés, quelles sont les améliorations que vous avez apportées au niveau de votre processus achat? Et la réponse était comme suit. D'abord, c'est la sensibilisation des acheteurs et des autres parties prenantes sur tout ce qui est code d'éthique charte. Secondo, c'est l'évaluation RSE des fournisseurs. Et tertio, c'est l'intégration de KPI et d'indicateurs et de plans d'amélioration en matière d'achat. Et donc, vous voyez que, et ça c'est un exemple d'un groupe en France, on voit qu'aujourd'hui, il y a une maturité. C'est vrai qu'au Maroc, on n'y est pas encore, mais on est en train d'y aller petit à petit. Il y a une maturité. Et donc, vous voyez que les sujets de coût, les sujets de stratégie très détaillés, etc., les sujets de catégorisation, etc., ne sont pas nécessairement les premiers sujets qui arrivent lorsqu'on demande aux gens comment on gère les sujets des achats responsables. Donc, très rapidement, d'où est venue la 20400 ? Dans cette slide, vous avez tous les gens qui ont participé à cette norme. Donc, vous avez d'abord l'IFPSM, qui est quand même la plus grande association des supply managers au niveau mondial, plus de 250 000 professionnels, qui couvre aussi plus de 45 associations d'achat ou d'acheteurs. Vous voyez toutes les organisations, les institutions qui sont concernées par la chaîne d'approvisionnement. Et aussi, on s'est basé sur des normes comme la 14001, la 14020, la 14040 sur le cycle de vie, la 26000, la 31000. Et c'est le comité, les trois comités de liaison que vous voyez en haut, le 207, 208, 262, que ce soit l'environnement, l'anticorruption, risk management, qui ont bossé avec le comité qui a travaillé sur la 20400 pour adopter cette norme. Et donc, cette norme, il permet aujourd'hui, alors ce n'est pas une norme certifiable, je préfère le dire tout de suite, c'est un guide de recommandation, donc c'est une démarche volontaire, c'est comme la 26000. Il nous permet de structurer la démarche, il nous permet de mettre en place une démarche achat responsable et de comprendre vraiment le concept et de le déployer. Et on peut l'appliquer dans n'importe quelle organisation. Et bien sûr, il ne remplace ni les lois ni rien du tout. Et donc, c'est quand même un concentré de ce qui existait déjà dans la SA 8000 et dans la 20000 et dans les ISO 26000, plus certains nombres et certains fascicules de l'AFNOR et bonnes pratiques de l'AFNOR, parce que l'AFNOR il a joué un rôle important dans l'adoption de cette norme en France, mais bien sûr au niveau de l'ISO, au niveau de l'international. Et aujourd'hui, on a une norme qui vient compléter ce qui est exigé déjà dans la 9001 et dans la 14001. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la norme, on a trois pavés. On a d'abord les concepts, les fondamentaux, donc les principes de base. Deuxièmement, on a l'organisation de la fonction achat. Comment réorganiser la fonction achat pour intégrer les sujets de RSE et de développement durable. Et après, on a le déploiement et l'intégration donc des principes d'achat responsable dans les fonctions achat. Alors, la norme elle est structurée en 7 grands chapitres. Donc, je vais un peu m'attarder sur cette slide parce que c'est le résumé de la norme. Et j'ai encore 2-3 slides pour terminer, donc je vais juste me focaliser sur celui-là parce que c'est vraiment la structure de la norme. Donc vous avez d'abord le domaine d'application. Donc dans le domaine d'application, ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut avoir une démarche achat responsable qui embarque toutes les parties prenantes pertinentes, d'accord? Il faut l'inscrire, comme a dit Uthman, dans une approche de gestion des risques. Il faut adopter le principe de diligence raisonnable. Je souligne 2 fois le terme diligence raisonnable, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, ce qui est demandé à l'acheteur, c'est de faire la diligence, mais au niveau raisonnable. Il n'est pas en train de faire un procès à ses fournisseurs, à ses sous-traitants. Il n'a pas besoin de faire un audit et l'audit de l'audit, etc. pour être sûr. Donc, on fait les diligences jusqu'à obtenir l'assurance raisonnable que nos fournisseurs respectent ce qu'on prévoit comme minimum pour assurer une gestion des risques ESG ou de risque RSE au niveau de nos décisions achats. Alors, définir des priorités, parce qu'on ne peut pas tout approcher. Vous savez que dans les achats, et je pense que mes amis vont vous parler de ça,
on a ce qu'on appelle une catégorisation des achats. Il y a plusieurs familles d'achats et dans chaque famille d'achat, il y a plusieurs produits, plusieurs services. Peut-être que dans votre démarche achat responsable, vous allez prioriser une catégorie achat. Par exemple, vous êtes dans la fabrication du ciment, ben vous allez vous concentrer sur la catégorie achat de prestations de transport de ciment et de livraison et de distribution, parce que c'est là où vous avez le plus de risques de corruption, parce que c'est là où vous avez le plus de risques d'accident, parce que c'est là où vous avez la population qui ne maîtrise pas le plus les référentiels et les normes. Il y a moins de niveau d'instruction et de maîtrise, etc. Et puis, vous allez travailler sur aussi le devoir de vigilance que vous avez eu à connaître lorsqu'on a parlé de l'ISO 26000. Donc, éviter la complicité avec les prestataires et les fournisseurs et donc mettre un processus de vigilance. Et puis, vous allez aussi, attention, vous n'allez pas attaquer uniquement les sujets sur lesquels vous avez des contrats et vous avez le contrôle sur vos prestataires, mais vous pouvez attaquer aussi et vous pouvez travailler sur du sujet, vous pouvez avoir de l'influence. Donc ça, c'est très important. Donc, une fois que vous avez fait cette structuration, d'accord, vous allez passer à un deuxième niveau qui est très important. Donc, tout ce que je viens de vous dire ici, c'est le domaine d'application, les références normatives et les définitions et les fondamentaux. Donc, les 4 premiers chapitres répondent à tout ce que je viens de vous expliquer. D'accord? Donc, la deuxième phase, c'est la politique, la stratégie achat responsable et la politique achat responsable. Donc là, vous avez besoin d'analyser votre contexte et le contexte de vos achats. Vous avez besoin de définir des objectifs pour votre organisation et vous allez définir une politique, une stratégie d'achat responsable. Et ça, c'est le COMEX, c'est la direction générale qui doit faire ce travail et il doit prendre des décisions par rapport à cette analyse de contexte et il va approuver une politique, une charte achat responsable, des objectifs achat responsables et des engagements en termes d'achat responsable. Alors, une fois on a fait ça, on va passer à la partie organisation. Donc, le troisième niveau, c'est vraiment le déploiement opérationnel. Donc, à ce niveau-là, vous avez besoin de mettre une gouvernance. Donc, une fonction achat peut être responsable, peut-être un comité achat responsable, peut-être vous allez élargir le scope de la fonction RSE pour épauler les achats en termes de pilotage de la démarche achat responsable. Donc, le sujet gouvernance et le choix de l'équipe, il est fondamental. Les parties prenantes, c'est extrêmement important d'identifier les parties prenantes. Alors, attention, beaucoup de gens se trompent en croyant que dans les achats responsables, la partie prenante, c'est uniquement les fournisseurs et les sous-traitants. Les parties prenantes dans une démarche achat responsable sont beaucoup plus, ça va au-delà que les fournisseurs et les sous-traitants. C'est déjà les parties prenantes internes, donc les demandeurs, ceux qui achètent. C'est aussi les organisations sectorielles, c'est aussi les autorités, c'est aussi votre client. Parce que des fois, les exigences que vous avez en matière d'achat responsable, vous les subissez parce que votre client final vous l'exige. Et donc, ça devient une partie prenante qui est importante. Et puis, vous devez aussi prioriser, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, dans le déploiement, il faut prioriser. Donc, une fois vous allez prioriser les parties vous allez passer après au choix des indicateurs et à la gestion aussi des griefs, qui est un sujet qui est imposé par la 20400. Donc, dans la 20400, on vous demande aussi de mettre en place un processus d'appel parce que lorsque vous allez mettre beaucoup de pression sur vos prestataires, vos fournisseurs, vos sous-traitants, des fois, ils ne sont pas d'accord. Il faut prévoir un processus d'appel lorsqu'ils ne sont pas d'accord pour remonter cela. Et je finis par les processus. Donc, comme dans toutes les démarches du système de management, donc au niveau des acheteurs, donc les acheteurs vont déployer des processus au niveau de la planification, le budget et la planification des achats, au niveau de l'acte d'achat lui-même, c'est-à-dire le fait de référencer des fournisseurs, le fait de développer les panels fournisseurs, le fait de faire des consultations, le fait de faire des choix, de passer des commandes, etc. Et puis, vous avez la gestion des contrats qui est importante parce qu'un contrat, il a un cycle de vie. Donc, il y a des renouvellements tacites ou pas tacites. Il y a aussi des avenants. Donc, il faut s'assurer que si jamais il y a une nouvelle exigence RSE ou il y a une nouvelle exigence légale et réglementaire, s'assurer que les contrats vont évoluer pour qu'ils prennent en compte ces nouveautés en matière de RSE, en matière de risque RSE, etc. Donc, cette gestion de contrat, elle est fondamentale. Et ça, c'est les acheteurs qui vont le faire. Et donc, vous voyez, c'est une démarche à plusieurs étages qui va du stratégique vers l'opérationnel et qui est très bien expliquée dans l'ISO 20400. Et donc, voilà un peu une vue d'ensemble de la norme. Et je te cède la parole, Uthman, pour la suite. Et merci. Merci beaucoup, c'est Omar, pour cette présentation assez détaillée.
et assez pertinente sur le sujet de l'ISO 20400. Donc, vous avez pu aborder la structure synoptique de la norme, et par la suite, vous avez détaillé les différents blocs de la norme, et surtout expliquer en fait l'enjeu en fait de cette norme, ou bien l'enjeu de l'intégration de cette norme au sein de l'entreprise, et quels seront vraiment quels seront les avantages en fait de la conformité avec cette norme. Et surtout, je rappelle, comme disait Sir Omar, que c'est une norme volontaire, et c'est une norme qui est non certifiable. C'est-à-dire que vous n'allez jamais trouver une entreprise certifiée ISO 20400. Par contre, on peut décerner un certificat d'évaluation de maturité en fait, de la démarche achat responsable par rapport aux exigences de la norme ISO 20400. Donc, merci beaucoup, c'est Omar, pour cette intervention. Donc, sans beaucoup tarder, en fait, je vais déjà donner la parole à Semetra pour partager avec nous son expérience autour du sujet de l'opérationnalisation des démarches achats responsables au sein des entreprises, et en quelque sorte de nous parler en fait de cette transition de l'acheteur d'hier. Il avait comme objectif, c'est de maximiser son TCO, ou bien ce qu'on appelle le coût d'acquisition totale d'un produit, ou bien le total cost of ownership. Aujourd'hui, en fait, ce coût d'acquisition totale, il intègre à la fois, donc l'acheteur, il est dans une vision, je dirais, assez cartésienne. Quand il veut acheter un produit, il faut qu'il prenne en considération à la fois les coûts visibles et les coûts cachés. Aujourd'hui, à travers cette norme, ou bien à travers l'intégration de la notion de la responsabilité sociétale au niveau du périmètre des acheteurs, on rajoute à cette notion du TCO tout le volet relatif à la RSE. Donc, je dirais qu'on parle d'un TCO responsable. Mais comment, en fait, on peut évaluer en fait, ce TCO? Comment on peut vraiment évaluer la démarche achat responsable? C'est peut-être l'ensemble des questions auxquelles Sir Abdelatif Mitrab va pouvoir nous répondre à travers son expérience et à travers son recul à la fois en tant que pédagogue et académicien et en tant que consultant sur le sujet des achats. Merci beaucoup à toi, Sir Abdelatif. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, très bien. Très bien, Sir Abdelatif. Bonjour tout le monde. Mitrab Abdelatif, un cost killer de base, donc un chasseur des coûts, un expert en achat, un professeur universitaire, et notamment je suis certifié par la Banque mondiale et par plusieurs organismes au niveau international, avec une expérience de plus de 32 ans à l'échelon national et international, notamment au sein du groupe Pepsi-Cola aux États-Unis et en Arabie Saoudite. Donc, effectivement, ce qui a été dit, déjà, je remercie vivement Sir Omar, qui a pratiquement survolé l'ensemble des règles et les lignes directrices concernant l'ISO 20400. Moi, je vais me focaliser sur la partie opérationnelle, plus ou moins pour donner beaucoup plus des exemples, des exemples concrets que les acheteurs d'aujourd'hui peuvent mettre en place afin de pratiquer les achats éco-responsables. Vu que c'est le mois sacré de Ramadan, je vais commencer par des verdicts et des versets coraniques qui ont un lien essentiel avec l'éco-responsabilité. Bon, j'ai fait quelques études et apparemment, il y avait des études qui ont été faites dans ce sens. Allah subhanahu wa ta'ala, في القرآن الكريم, تقريبا واحد, on va dire 50 reprises ولا 50 مرة كيظهر كيتكلم ولا كتكون كلمات الفساد. مثلا سورة الأعراف الآية 74 فاذكروا آلاء الله ولا تخسوا في الأرض مفسدين. سورة القصص الآية 77 ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. سورة الأعراف
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. Donc déjà, au niveau de notre religion, ça a été dit depuis des décennies qu'on est dans un contexte d'optimisation, de respect de l'environnement, parce que tout cela peut engendrer un déséquilibre au niveau de la nature et même au niveau de l'être humain d'une manière générale et globale. Donc, certes, aujourd'hui, pas mal d'entreprises au niveau international, ils ont commencé déjà à mettre en place ces nouvelles notions qui est les achats éco-responsables ou les achats durables. Et comme ça a été dit par si Omar, donc on parle pratiquement de 3 grandes dimensions au niveau des achats. Donc on parle des achats durables, achats responsables, notamment on trouve les achats rentables au niveau de l'ISO 9001, donc c'est le fait de satisfaire le client interne, donc on parle de tout ce qui est CRI, Customers Relations Index. Le rôle d'un acheteur est pratiquement de satisfaire la demande de l'ensemble des prescripteurs et clients internes, que ce soit au niveau qualité, dans les délais, en quantité, mais aussi rester dans un TCO qui est vraiment optimal. Le deuxième volet, c'est pratiquement les achats verts. On parle aussi des achats verts, les achats éco-responsables. Troisième volet touche pratiquement aux achats solidaires, les achats éthiques et les achats équitables. Ces 3 dimensions font de sorte qu'aujourd'hui, la notion de coût n'est pas la seule notion ou le seul critère qui a un rôle primordial au niveau de la fonction achat. Donc, aujourd'hui, on voit que certains critères s'ajoutent, notamment le volet durable, le volet vert, les achats solidaires, les achats responsables. Et du coup, comme ça a été dit par Omar, la norme 20400 nous situe dans une situation de poser ces questions. Comment j'achète? Donc, il faut mettre en place au niveau de votre plan d'affaires achat une stratégie de mise en concurrence, et au niveau de cette stratégie, il faut respecter donc les normes concernant la responsabilité sociétale de l'entreprise qui va acquérir, élaborer les cahiers de charges et introduire l'aspect du respect de l'environnement, respect aussi des salariés, à éviter l'harcèlement moral, l'harcèlement sexuel, et tout cela pour préserver une bonne continuation, c'est-à-dire une continuité au niveau de sa chaîne d'approvisionnement. Au niveau des achats, certes, on a deux critères qui sont très importants. Le TCO, donc notre mission, c'est d'optimiser le TCO, mais donc le total cost of ownership, le coût total de possession, qui est le coût d'acquisition plus le coût de possession. Et en parallèle, il faut aussi maximiser son TVO. On parle notamment du total value of ownership, c'est-à-dire en minimisant nos coûts de possession, il faut augmenter aussi ou créer de la valeur ajoutée à l'entreprise via ses achats, via son cycle d'approvisionnement. Donc, qu'est-ce que le TVO? Le TVO, donc, c'est déjà anticiper les risques qui sont liés aux produits, les risques qui sont liés au marché, les risques qui sont, ou l'ensemble des risques qui sont liés aux fournisseurs. C'est-à-dire que, certes, notre mission, c'est d'optimiser les coûts, mais c'est aussi de veiller et anticiper les risques qui peuvent pratiquement entraîner un déséquilibre au niveau de sa chaîne globale de la logistique. Donc, comme ça a été dit par Omar lors de sa présentation, donc, il faut poser ces 4 questions. Comment j'achète? Donc, c'est planifier ses achats, mettre en place une stratégie achat. Cette stratégie achat
Donc, nous connaissons tous qu'au niveau des achats, il faut commencer par mettre une stratégie à travers la matrice Kraljic. Donc, cette matrice Kraljic, on a 4 cadrans. Donc, c'est une matrice qui oppose l'importance par chiffre d'affaires et l'importance par criticité des approvisionnements. Donc, on a la famille stratégique, la famille levier, la famille critique et le cadran des familles des achats de facility management. Je pense qu'aujourd'hui, il faut commencer déjà à mettre en place une stratégie des achats éco-responsables au niveau de sa famille stratégique. C'est la famille qui représente plus ou moins 80% du chiffre d'affaires, et notamment la famille critique, qui est une famille qui a une importance au niveau de la criticité des approvisionnements. Donc, c'est d'élaborer des stratégies concernant la responsabilité sociétale. Au niveau pratique, donc, les éléments qu'on peut intégrer, c'est l'approche par processus, c'est structurer et évaluer sa démarche achat dans l'objectif ou dans un objectif de responsabilité et de performance, maîtriser durablement les coûts, donc c'est un TCO, mais avec un aspect durable, gagner en compétitivité grâce à l'approche en coût complet, gérer les risques et sécuriser la chaîne d'approvisionnement, développer un sourcing responsable et des circuits assez courts, et notamment on parle aujourd'hui des achats solidaires, des achats au niveau national, innover et créer de la valeur pour son entreprise, valoriser son image vis-à-vis de son panel fournisseur, pouvoir répondre à des marchés intégrant des critères sociaux et environnementaux, et notamment dans le cadre des marchés publics. Donc, ceci est dit, on doit commencer déjà par où j'achète. Donc, avant même de penser à sélectionner, à évaluer son fournisseur, on est dans le marketing achat, le purchasing mix, et l'acheteur ou le marketeur achat doit être vigilant au niveau de la veille de son marché et pratiquement prendre en considération l'ensemble des risques qui peuvent être liés au marché. 2, on a des facteurs exogènes. Qu'est-ce que j'achète? Donc ici, notamment, il faut mieux analyser son besoin. Donc c'est le besoin par rapport au produit. Donc commencer par une analyse fonctionnelle, un design to cost, une analyse de la valeur afin de mieux connaître son design to cost, donc avoir une idée sur le coût objectif. Et notamment, donc, si on analyse le mieux le besoin, donc c'est-à-dire qu'on peut acheter le juste besoin. Donc, au niveau des facteurs endogènes, donc on peut aussi parler des procédures et des risques qui sont liés, les procédures, les systèmes. Aujourd'hui, on est dans une phase de dématérialisation des processus. Donc, il vaut mieux être sur des systèmes connectés. Notamment, aujourd'hui, on parle de tout ce qui est GMA, gestion partagée des approvisionnements, gestion mutualisée des approvisionnements, et intégrer l'ensemble des fournisseurs dans la chaîne des approvisionnements afin d'anticiper les risques. Et donc, du coup, une fois qu'on va mieux cibler le marché qui va nous offrir le plus d'opportunités et moins de risques, au moment du lancement de l'appel d'offres, on va introduire les critères de la responsabilité sociétale dans notre cahier de charge, et notamment au moment de la sélection, comme ça a été dit par mon collègue Omar. Donc, au niveau du ciblage, notamment, on a un questionnaire de présélection qui est le RFI, le Request for Information. On est censé et obligé donc de poser des questions et d'être très vigilant au niveau que mon fournisseur doit avoir une santé financière
plus ou moins, on va dire, qui peut être acceptable, une capacité de production, mais aussi avoir une charte des certificats concernant donc des certificats, des certifications au niveau de la RSE, des achats durables et même au niveau de l'ISO 9001. Ça va permettre d'avoir une compatibilité de management avec son panel fournisseur. Donc, de la même manière, au niveau de l'évaluation multicritère des offres, on peut introduire les critères de la responsabilité sociétale et en fin de compte, lorsqu'on va élaborer notre contrat cadre, on est censé aussi d'évaluer, d'auditer ce fournisseur et de faire respecter le fournisseur à ce volet concernant la charte de la responsabilité sociétale. Je pense que j'ai survolé un petit peu l'ensemble des éléments et des critères qu'on peut introduire dans un processus achat standard. Certes, aujourd'hui, le coût n'est pas le seul critère qui est très important, mais aussi la durabilité et le cycle de vie des produits. Est-ce que ce produit, on peut le récupérer? Est-ce que ce produit a une vie, un cycle de vie assez long? Les fournisseurs aussi, est-ce que ces fournisseurs répondent parfaitement aux exigences de la RSE, donc notamment la déclaration de l'ensemble des salariés, le respect du contexte et de l'environnement de travail, parce que ça peut toucher, comme j'ai dit, la stabilité et la sécurisation de sa chaîne d'approvisionnement. Merci, voilà, merci, un aperçu global sur l'intégration de... Donc, pour terminer, donc l'approche de l'ISO 9400, je vais le décomposer pratiquement en 8 étapes. La première étape, c'est le fait d'identifier les enjeux et risques et les opportunités sectorielles majeures. Deuxième point, c'est identifier les risques pays. Troisième point, c'est analyser et évaluer vraisemblance et conséquences le risque global. Le quatrième point, c'est l'évaluation de la performance des fournisseurs au regard des enjeux identifiés et les critères de la responsabilité sociétale. Sixième point, c'est pratiquement de mener l'impact des actions sur les risques bruts, c'est-à-dire on est en train d'évaluer l'ensemble des risques, de prioriser les risques mineurs et même les risques majeurs. Le septième point, c'est l'élaboration d'un plan d'action à mettre en place pour contrôler et capter les opportunités et anticiper l'ensemble des risques. Donc, au niveau du paramètre global de l'ISO 20004, de l'ISO 20400, dans un contexte achat éco-responsable, on est dans un dispositif interne, donc il faut appuyer tout cela par des formations, à mettre en place une charte responsable, comme ça a été dit par Sir Omar, un comité de achat responsable, un cahier de charge contenant tous les aspects qui touchent la qualité, donc l'aspect environnemental, mais aussi le volet humain qui est le respect de la responsabilité sociétale des entreprises. Avoir des dispositions contractuelles vis-à-vis de son panel fournisseur et le dernier point, c'est de mettre en place des outils aujourd'hui qui permettent de mieux gérer sa relation avec les fournisseurs et notamment je parle du SRM, le Suppliers Relationship Management, qui va nous permettre de connaître pratiquement l'enjeu
notre position, notre brand au niveau et notre image de marque au niveau de notre panel fournisseur, et donc de corriger les écarts et de respecter ses engagements et de faire respecter ses obligations vis-à-vis de l'ensemble des fournisseurs. Voilà un peu mon aperçu concernant la norme ISO 20400 par rapport au volet H. Et merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Semetra, pour cette présentation exceptionnelle sur le dispositif d'évaluation opérationnelle, je dirais, de la démarche achat responsable et comment on l'a décliné auprès des fournisseurs. Je voulais juste, si vous le permettez, Saad Latif, de nous expliquer brièvement le TCO et le TVO, d'une manière je dirais très synthétique. Donc, le TCO, c'est le Total Cost of Ownership, le coût total de possession. Le coût total de possession est décomposé en 3 blocs. On a déjà le coût d'acquisition, le coût d'achat. Le coût d'achat en lui-même, c'est le prix d'achat plus les frais d'achat ou les frais d'approche. Le prix d'achat, c'est le départ usine, plus sigma des frais d'approche. Les frais d'approche sont décomposés en 3 parties. Les frais qu'on paie à l'international, c'est les frais post-pré-acheminement, le transport international et les frais qu'on paie au niveau national, c'est les postes d'acheminement, notamment les droits de douane, le magasinage, ainsi de suite. Donc, le coût d'acquisition plus le coût de stockage ou le coût de possession, donc le coût de détention de stock. Donc, le coût d'acquisition plus le coût de possession nous donne un coût total de possession. Donc, aujourd'hui, l'acheteur a pour mission, de connaître ce TCO. Pour réduire, pour optimiser son TCO, il faut déjà le connaître, le calculer, le maîtriser. Et une fois qu'on va le maîtriser, on va commencer à l'analyser et voir pratiquement ce qu'on peut faire pour le minimiser et le rendre un coût pratiquement qui peut engendrer un avantage concurrentiel. Donc, au-delà du TCO, on a le TVO, le Total of Value Ownership, c'est-à-dire que la mission de l'acheteur n'est pas seule que d'optimiser son coût total de possession, mais c'est aussi de créer de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, ce n'est pas le saving, ce n'est pas les économies qu'on peut avoir au niveau des négociations, mais c'est surtout créer la valeur ajoutée au niveau du management de l'innovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'acheteur, dès l'amont, au moment où il est en train d'élaborer son cahier de charge, au niveau de son analyse de besoins, donc on parle de l'analyse fonctionnelle et l'analyse de la valeur, il y a aujourd'hui lieu de faire le sourcing, d'avoir accès à des produits de substitution qui peuvent plus ou moins créer cette valeur ajoutée au niveau de l'entreprise. Cette valeur aussi, on peut la créer si jamais on sécurise notre chaîne d'approvisionnement. J'étais à PepsiCo, comme stratégie, nous avions pratiquement le premier objectif, c'est sécuriser d'abord les approvisionnements, optimiser son TCO. C'est-à-dire, si vous prenez énormément de temps pour négocier et pour faire des savings, ça peut impacter, ça peut engendrer des ruptures et le coût de rupture est un coût pratiquement qui est un coût très lourd pour l'entreprise. Donc, il vaut mieux sécuriser sa chaîne d'approvisionnement. Cette sécurisation commence déjà à avoir une bonne relation avec ses fournisseurs, avoir des lignes directrices et maîtriser sa relation avec les fournisseurs via une bonne planification des approvisionnements. Donc, la planification des approvisionnements commence déjà par la maîtrise des prévisions, la gestion de la demande
maîtriser sa consommation, le spend management, élaborer un budget qui va répondre pratiquement à nos besoins. Et donc, par cette planification, on peut intégrer le fournisseur dans notre chaîne de valeur. Donc, l'introduire dès l'amont et sortir de cette relation classique qui est le client est roi, machin. Aujourd'hui, on est dans un système très connecté et notre devise, c'est le win-win. Et le mieux intégrer son fournisseur dans sa chaîne de valeur, le mieux, donc, c'est de faire de créer un avantage concurrentiel avec l'aide et l'appui de son panel fournisseur. Merci beaucoup, Saad Latif, pour cet éclaircissement. Et merci beaucoup pour cette présentation autour de l'évaluation des achats responsables et quels dispositifs il faut mettre en place pour piloter une démarche d'évaluation d'achat responsable, soit en amont, soit en aval. Donc aujourd'hui, en fait, nous avons, je dirais, la chance d'avoir avec nous Saad Abdrahim Miftah, qui est un expert sur les systèmes de management intégrés, notamment il intervient auprès de plusieurs grandes entreprises. Donc, Saad Abdrahim Miftah, je vous invite, en fait, si vous voulez rebondir, avant de passer à la session questions-réponses. Je ne sais pas si vous... C'est Abdrahim, je ne sais pas si vous nous entendez ou pas. Ah oui. Abdrahim, il ne nous entend pas. Oui, maintenant vous êtes avec nous, c'est Abdrahim. Parfait. Parfait. Vous m'entendez? Oui, très très bien. Bonjour tout le monde. Merci, c'est Omar, c'est Othman, c'est Artef. Et voilà, en fait, par rapport au SMI, on a eu l'occasion d'en parler la semaine dernière. L'idée, c'est également de voir comment le SMI il a pris en considération cet achat responsable au niveau des travaux référentiels, à savoir les 9001, la 14000 et la 45001. Ben, si on regarde par exemple par rapport à la 9001, un des 7 principes de management de la qualité, c'est la gestion de la relation avec les parties intéressées, les parties prenantes. Okay, et les fournisseurs, c'est une des parties prenantes avec qui il faut gérer, on va dire, ces interactions. Et l'idée aujourd'hui, c'est que par rapport à ces interactions, ils peuvent même avoir un caractère conflictuel. Maintenant, il faut se poser la question même, est-ce que gérer les conflits avec les prestataires fait partie de la responsabilité sociétale? Okay. Maintenant, le déploiement de ce principe au niveau de la norme 9001, on va dire, il est pris en charge au niveau du volet achat, à savoir qu'on a l'obligation de faire une évaluation, une sélection, un suivi de la performance des prestataires, ainsi que l'évaluation, réévaluation périodique, qui s'inscrit également dans l'achat responsable. Si on regarde par exemple par rapport à la 14001, la même chose, quand on fait un acte d'achat, il faut le prendre avec une perspective cycle de vie. Ça veut dire qu'il faut tenir compte de tous les aspects environnementaux associés à l'achat ou à l'exploitation on va dire, de produits achetés. Et ça fait partie également des critères de choix de nos prestataires. Et pour la partie santé et sécurité au travail, c'est principalement l'axe, il est beaucoup plus focalisé sur, on va dire, les activités externalisées, en fait, qui font partie de notre périmètre du système de management intégré et qui sont confiés à des prestataires externes. Et là encore, on a l'obligation à ce que ces prestataires externes prennent en considération l'ensemble des exigences légales réglementaires, l'ensemble des actions face aux risques auxquels ils sont confrontés par rapport aux activités externalisées pour préserver la santé et la sécurité de leurs employés. Donc, l'achat responsable, comme on a également on l'a évoqué la dernière fois, c'est que la 26000, en fait, c'est la norme cadre qui cadre tout le volet, on va dire, responsabilité sociétale au niveau de l'entreprise, et que la 20400, c'est une norme qui est dérivée de la 26000, qui va faire le focus principalement sur le volet achat. Mais sinon, il faut reprendre l'ensemble des domaines
d'actions qui sont définies au niveau de la norme et qu'il faut reproduire au niveau qu'il faut voir comment ils vont être déployés au niveau des prestataires, que ce soit par rapport au domaine lié à l'environnement, que ce soit le domaine lié à la santé et sécurité, au domaine lié à l'aspect sociétal. Donc, on va dire, c'est principalement, on va dire, l'intégration de l'aspect achat responsable dans un système de management intégré. Et comment il est appréhendé aujourd'hui par rapport aux trois référentiels, la 9001, la 14001 et la 47001. Voilà, je tenais à partager avec vous ce retour d'expérience par rapport à l'achat responsable dans les SMI. Voilà. Merci beaucoup, Sir Abdrahim, pour cette intervention en fait, qui met en lumière comment on peut hybrider entre les différents référentiels. À la fois, Sir Abdrahim, il a fait un peu le point de transition entre l'ISO 9001, entre l'ISO 45001 et entre l'ISO 14001. Et par la suite, donc, comment la norme ISO 26000, donc, elle a pu appréhender cette notion d'achat responsable d'une manière beaucoup plus approfondie avec la publication de la norme ISO 20400. Donc, merci beaucoup, Sir Abdrahim, pour votre intervention. Maintenant, en fait, on passe aux questions-réponses. Donc, première question, c'est par rapport à la différence entre chaîne d'approvisionnement et les achats. Donc, ce que je peux dire par rapport à ce sujet-là, en fait, la chaîne d'approvisionnement, pour une entreprise donnée, la chaîne de valeur, en fait, elle s'étend de la matière première au produit fini et englobe le cycle de vie du produit. Donc, les opérations, je dirais, propres à l'entreprise, elles sont centrales. C'est de là, en fait, que découle la responsabilité de l'entreprise sur la totalité de la chaîne de production. C'est-à-dire, en aval, on a des opérations qui composent la chaîne de valeur, qui sont la distribution, la consommation et dans certains cas le recyclage. Et en amont, on a les différents maillons de la chaîne de valeur qui concernent à la fois l'approvisionnement en matières premières, c'est-à-dire par exemple la fourniture, la sous-traitance de produits soit finis, soit semi-finis et la logistique. C'est ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement. Okay? Donc, il intègre en quelque sorte toute la chaîne de valeur, tout le processus achat, en amont et en aval. Maintenant, en fait, la notion de la chaîne d'approvisionnement, elle est étroitement associée à celle d'achat, qui n'est autre que la fonction interne au sein d'une organisation qui est en charge, je dirais, de traiter la relation avec les sous-traitants et les fournisseurs. Donc, le process achat, il prend en compte la totalité du cycle allant de l'identification des besoins jusqu'à la fin du contrat de service ou bien la fin du vie d'un bien, incluant son élimination. Okay? Donc, le sourcing je dirais, est la partie du processus achat qui inclut la planification, la définition des cahiers de charges et le choix des fournisseurs. Il est nécessaire en fait de différencier entre les process d'approvisionnement qui en est une composante et qui traite précisément des opérations effectuées dans le cadre de la relation entre le donneur d'ordre et ses sous-traitants et fournisseurs. Donc, j'espère que j'ai bien pu répondre en fait à la question de la différence entre chaîne d'approvisionnement et achat. Sergman. Oui. Donc, si vous permettez, moi, je peux pratiquement compléter ce qui a été dit. Donc, les achats sourcing, c'est la partie stratégique. C'est-à-dire que le rôle d'un acheteur ou sourceur, c'est d'identifier les sources d'approvisionnement. Donc, déjà faire une étude de marché, voir les marchés où on peut trouver beaucoup plus d'opportunités et moins de risques. Là où on va trouver ces opportunités, donc il faut lancer un appel d'offres pour sélectionner des fournisseurs. Une fois que le fournisseur est adjudicataire, donc on élabore un contrat cadre et du coup, la mission de l'acheteur se termine à ce niveau-là. Et les approvisionneurs prennent la main pour définir pratiquement définir les quantités et déterminer les délais où ils vont pratiquement lancer les commandes et acheminer les matériaux ou acheter pratiquement une prestation de service. Donc, mais ça reste quand même deux métiers homogènes. L'une
complète l'autre, c'est-à-dire que les approvisionneurs, ce sont eux qui font le suivi de la performance des fournisseurs. Hein. Ce sont eux qui vont juger est-ce que les fournisseurs ils ont respecté les clauses contractuelles et du coup, donc, l'acheteur, une fois qu'il y a un écart, donc, il procède au sourcing et donc il fait que recruter des nouveaux fournisseurs. Voilà, d'une manière globale, une différence, c'est-à-dire que les acheteurs, ils sont sur un aspect stratégique, alors que les approvisionneurs, ils sont sur l'opérationnel. Oui, ils sont sur des aspects opérationnels, c'est super clair. Alors, il y a une autre question, et la dernière qu'on va prendre. Bonsoir, je ne sais pas comment ça se passe au Maroc. Bonsoir Sabrina d'Algérie, je ne sais pas comment ça se passe au Maroc, mais en Algérie et pour certaines entreprises, le processus de sélection, il est réglementé, ce qui peut générer des risques parfois non maîtrisables. Autre question, est-ce que cette norme peut être appliquée pour certains fournisseurs stratégiques possédant le monopole? Donc, pour la première partie de votre question, le processus de sélection en Algérie est réglementé. Donc, chez nous, au Maroc, nous avons des réglementations en fait, qui cadrent en fait, je dirais, les exigences qui sont imposées aux entreprises vis-à-vis de leur environnement. Par contre, au niveau de la relation donneur d'ordre fournisseur, chaque entreprise se réserve le droit de lever la barre comme elle veut. C'est-à-dire selon, je dirais, le niveau d'exigence en interne de l'entreprise. Par exemple, aujourd'hui, pour travailler avec, par exemple, je dirais, l'OCP, il faut que vous respectez un certain cahier de charge. Un certain cahier de charge, et ça a été déjà développé par CEMAR, parfois on vous demande même les bilans pour se prononcer sur la santé financière de l'entreprise. Juste pour vous dire à quel point les entreprises ou bien les grands donneurs d'ordre aujourd'hui, ils sont capables de cadrer en fait la sélection des fournisseurs qui vont rentrer au sein de leur, je dirais, centrale d'achat. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui pourquoi on parle de la notion centrale d'achat. Donc, je dirais, c'est une manière de mettre l'ensemble des critères d'un donneur d'ordre et surtout de les calquer sur je dirais, le pôle fournisseur pour qu'ils puissent voir ceux qui vont rester et ceux qui vont peut-être les pousser à s'améliorer et peut-être ceux qu'il faut virer pour éviter le risque. Donc, par rapport à la deuxième partie de votre question, est-ce que la norme peut être appliquée pour certains fournisseurs stratégiques possédant le monopole? Oui. En fait, la norme ISO 20400, c'est une norme qui s'applique à tout type d'entreprise. Peu importe le secteur d'activité et peu importe, en fait, je dirais sa position sur le marché. S'il est en monopole ou bien s'il est dans un marché d'oligopole, etc. Donc, la norme ISO 20400, il ne prend pas en considération la position, je dirais, stratégique ou bien la position sur le marché, mais beaucoup plus, en fait, toute entreprise qui dispose d'une fonction achat, elle peut appliquer la norme ISO 20400. J'espère avoir répondu à l'ensemble des questions. Je ne sais pas si Abdelatif voulait compléter ou bien rajouter quelque chose. C'est Abdrahim de même. Ou bien on clôture notre webinaire et on libère les gens pour pouvoir voilà, prendre leur ftor. Oui, moi, par rapport à la question de notre cher collègue algérienne, donc effectivement, même au Maroc, on a un code de marché public qui réglemente les achats publics à travers donc des clauses et des articles juridiques que l'ensemble des intervenants dans une commande ou dans un appel d'offres doivent pratiquement et pertinemment respecter. En ce qui concerne les achats dans des entreprises privées, ça reste quand même une affaire entre l'acheteur et l'ensemble des fournisseurs. Mais au Maroc, nous aussi, on est guidé par un code de marché public qui a été mis à jour par un Dahir du 2013 et notamment cette mise à jour a encouragé les petites et moyennes entreprises, donc c'est-à-dire qu'on peut même ordonner à des petites et moyennes entreprises d'anticiper à des appels d'offres de l'État marocain. Il y a aussi le volet concernant la transparence et l'égalité de traitement des fournisseurs.
Donc, il y a vraiment plusieurs aspects qui ont été ajoutés depuis 2013 et qui ont fait que augmenter une compétitivité entre les fournisseurs et avoir plus ou moins une visibilité sur les achats publics. Voilà. En ce qui concerne la gestion relation fournisseur, aujourd'hui, c'est une thématique qui est très importante parce que le rôle de l'acheteur, c'est lui qui joue, on va dire, la relation entre les prescripteurs de l'entreprise et les fournisseurs. Donc, aujourd'hui, on est devant deux finalités, deux objectifs. Le CRI, donc Customers Relations Index, donc c'est le taux de satisfaction des clients internes, et on est devant le SRI, Suppliers Relations Index, donc les indicateurs d'une très bonne relation avec son panel fournisseur. Cela veut dire qu'un acheteur doit avoir des compétences pour manager et gérer et le volet interne et sa relation en interne et sa relation en externe avec les fournisseurs. Voilà. Merci beaucoup, c'est Abdelatif, pour votre intervention et pour votre éclaircissement par rapport, je dirais, au secteur public et secteur privé. Donc, je crois qu'on a atteint la fin de notre webinaire. Donc, je vous remercie. Je remercie tout d'abord les panélistes pour leur présence et ainsi que les spectateurs pour leur réactivité, pour leurs questions. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le 6 mai, pour un autre webinaire qui va porter sur intégrer le management anticorruption au sein de votre entreprise grâce à l'ISO 37001. Donc, merci beaucoup et bon ftour à vous tous et toutes. Bravo Othman, bravo tout le monde. Merci. Bon ftour. Bravo Othman et bravo à toute l'équipe. À la prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, au revoir.